va pouvoir démarrer cette dernière conférence du demi-cycle, puisqu'on va poursuivre le cycle demain, mais le demi-cycle prévision, planification et aide à la décision. Alors on a vu de la grande distribution, on a vu de l'aéronautique, on a vu de l'automobile, et là on est plutôt dans la restauration, enfin dans la prestation logistique pour la restauration rapide, puisque c'est Martin Brower. Alors je crois que c'est un secret de Polichinelle, je ne sais pas si on a le droit de le dire, ou c'est un secret de Ronald McDonald, mais voilà, on sait pour qui Martin Brower est le prestataire logistique mondial. Voilà, c'est quand même 26 000 restaurants de restauration rapide. Hein. Bon, je ne sais pas s'ils ont le droit, je crois... on verra. En tout cas, voilà, moi j'ai rien dit. Mais là, ce qu'on va voir, c'est vraiment une transformation digitale menée avec Blue Yonder sur un périmètre mondial et qui, évidemment, il y a du recours au machine learning, sur les prévisions, planification, réappro, etc. Donc, assez passionnant. Et donc, pour en parler, Raphaël Guibaud, qui est directeur Global Supply Chain et Customer Solutions chez Martin Brower, et Rui Saraiva, qui est directeur des ventes EMEA, 3PL et Supply Chain Execution chez Blue Yonder. Messieurs, c'est à vous. Merci. Bonjour à tous. Bonjour. Donc, je suis Raphaël Guibaud, donc je travaille chez Martin Brower. Et aujourd'hui, avec Rui, on va vous parler d'un projet qui s'est terminé chez nous l'année dernière, en fait, et qui est la bascule de nos outils de prévision de la demande vers les outils classiques de gestion de la demande statistique, vers un outil de machine learning qui s'appelle, le produit chez LDI chez Blue Yonder s'appelle LDI. Donc ça s'appelle LDE pour être exact. Donc il faut savoir que l'historique de Martin Brower et de Blue Yonder, c'est un historique assez long. Ça fait une vingtaine d'années, un peu plus qu'une vingtaine d'années même que Martin Brower, que nous avons le plaisir d'avoir Martin Brower comme client. Il faut comprendre aussi que c'est un processus très mature. Historiquement, la solution qui a été déployée s'appelle Manugistics il y a très longtemps. Depuis, elle a évolué et maintenant, on atteint des niveaux de performance qui sont, on pense, assez exceptionnels et on voulait les partager avec vous aujourd'hui. Raphaël. Donc, pour vous présenter d'abord Martin Brower, donc on est pour vous, vous m'entendez? Je parle assez fort, ça va? Donc Martin Brower est une société américaine familiale qui fait partie du groupe Reyes, qui est basé aux États-Unis, à Chicago. Donc nous sommes une entreprise qui fournissons des solutions supply chain, donc entreposage, transport, mais aussi tout ce qui est 3PL, voire 4PL. Et notre particularité, c'est qu'on gère de bout en bout les réseaux logistiques. Donc globalement, en termes de chiffres, c'est 700 millions de colis par an qu'on distribue sur 26 000 restaurants à peu près. Vous verrez une carte après répartie dans le monde entier, en partant de à peu près 70 entrepôts sur 18 pays. Voilà pour vous faire la présentation vraiment brève. On a un focus chez Martin Brower qui est une culture d'entreprise. C'est vraiment autour de nos équipes. On aime gérer les talents, on aime faire évoluer les gens. Et notre deuxième axe, j'ai envie de dire très culturel dans l'entreprise, c'est l'innovation au travers l'implémentation de technologies, etc., qui amènent du service et de la valeur ajoutée. Donc c'est un peu la répartition de l'activité de Martin Brower dans le monde. Donc on est sur l'ensemble des continents, avec bien sûr le plus gros marché, les USA, avec quasiment 14 000 restaurants. Ici, sur ce graphique, on voit des pays ou des régions représentées en bleu foncé. Donc ce sont les régions où on utilise les solutions Blue Yonder actuellement sur de la planification de la supply chain. Donc il y a une partie demand, donc gestion de la prévision des ventes au point de vente. Et bien sûr, derrière, cette gestion de la demande va générer des calculs de réappro sur l'ensemble du réseau. Donc,
Moi, alors, je travaille au sein du groupe Martin Brower. On a une business unit à part qui s'appelle SCIS, Supply Chain Integration Solution, Services, pardon, et non pas Solution. Donc, ce qu'on fait, nous, on est une équipe internationale, donc on est répartis sur 3 continents actuellement, et on couvre tous les outils de supply chain et collaboratifs pour nos marchés. Donc on déploie notamment dans nos marchés avec les meilleures pratiques, la mise en place de processus, les organisations, on travaille aussi sur les organisations. On met en place des solutions donc, qui vont permettre de livrer des services à nos clients locaux. Donc en termes de solutions, vraiment, en ce qui concerne la planification des besoins sur l'ensemble du réseau, donc comme vous l'aurez compris, on va gérer la demande de bout en bout. Donc on part du point de vente et on va remonter jusqu'au fournisseur. Et tout ça, c'est géré en termes de planification avec les outils Blue Yonder. Donc comme j'ai expliqué, on a deux modules, un module demand et un module fulfillment qui va gérer la partie appro. Et ce qu'on a réalisé dernièrement avec Blue Yonder, c'est la migration de ce module demand vers un outil de prévision à base de machine learning. Donc c'est le AI forecasting. En fait, nous, on gère 2 niveaux de prévision ou 2 horizons de prévision. Un premier horizon qui va être au point de vente, très granulaire, vraiment au niveau des consommations et des ventes sorties caisse, qui va être sur un horizon de 3 mois environ. On peut l'étendre dans certains cas sur des horizons de 12 mois, souvent sur des cas particuliers, promotionnels, hyper spécifiques. Mais en général, on est sur des horizons de 3 mois à ce niveau-là. Ensuite, bien évidemment, ce n'est pas suffisant quand on veut collaborer avec des fournisseurs ou travailler avec le client sur des projections de vente à plus long terme. Donc on a un deuxième niveau de prévision qu'on va gérer plutôt au niveau de nos plateformes, nos centres de distribution. Et là, on va jusqu'à 12 mois, voire 18 mois dans certains cas. En tout cas, c'est aujourd'hui ce qu'on fait. On ne fait pas seulement de la prévision, juste pour clôturer un peu ce sujet-là. On va aussi beaucoup travailler au niveau des points de vente sur du support opérationnel. Donc on va aider par exemple les restaurants à mieux gérer leur stock, à mieux gérer leur consommation de produits, leur rendement de production, parce que bien évidemment, nous, ce qu'on livre dans un restaurant, c'est des ingrédients. Derrière, c'est une petite usine, le restaurant, qui fabrique un produit fini. Et donc on va aussi amener ce service opérationnel auprès du restaurant. Peut-être pour résumer un peu, il faut savoir que tous les produits finis, donc le hamburger, etc., c'est des kits qui sont planifiés tous individuellement. Donc c'est ça qui est la grande force de Martin Brower, être capable d'apporter cette prévision à la maille kit et ensuite être capable de décomposer ça sur tous les SKU qui sont à l'intérieur du kit et de déployer ça sur l'ensemble de tous ces restaurants. Ça, c'est très très fort chez Martin Brower. Je pense qu'on peut dire que c'est une caractéristique principale de ce que vous faites en fait. Ouais, en fait, c'est ça. Nous, on va prévoir des ventes sorties caisse. Donc, tous les jours, on récupère toutes les ventes de tous les restaurants. Mais bien évidemment, on récupère ce qu'on appelle des menus. Donc, typiquement, un hamburger ou une boisson ou une frite, etc. Et chaque menu a une recette qui est une nomenclature, en fait, tout simplement. Et ensuite, on va décomposer ce besoin au travers de ces nomenclatures. On va analyser aussi les remontées de stock, comparer à des stocks théoriques pour en déduire est-ce qu'il y a de la surconsommation, de la sous-consommation par rapport à des recettes et des rendements qui doivent être standards, ce qui nous permet d'ajuster les besoins. Et ensuite, une fois qu'on a la demande en ingrédients, on fait tourner des modèles de réappro qui vont appliquer des fréquences de livraison, des jours de livraison, des multiples de commandes, des lead time entre les différents points du réseau, etc. Ce qui nous permet de remonter cran par cran
jusqu'au niveau fournisseur et d'avoir une visibilité de la demande qui est tirée par la demande consommateur en fait. Donc, bon, comme Rui l'a dit précédemment, nous, ça fait 20 ans qu'on travaille avec Blue Yonder. Hein. À l'époque, ça s'appelait Manugistics. On utilisait les solutions de demand fulfillment. C'est comme ça qu'on a commencé dans la planification avancée. Puis c'est devenu JDA, puis maintenant Blue Yonder. Mais à un moment, donc on a grossi aussi, on a développé nos outils qu'on a déployés dans de nouveaux marchés au sein du groupe, etc. Mais à un moment, on a eu besoin de faire un point sur la situation. Les outils devenaient vraiment complexes. On sentait qu'il y avait du challenge au niveau de nos équipes, utilisateurs. Difficile de trouver des gens avec des compétences bien spécifiques, etc. Donc on a décidé de faire un tour de table avec nos utilisateurs, chaque marché, pour essayer d'analyser où est-ce qu'étaient les pain points, comme on dit, et voir en quoi on pouvait améliorer le travail, le faciliter, etc. Donc on a passé en revue beaucoup de fonctionnalités dans nos process, etc. Et il y en a un qui est sorti de manière assez évidente pour nous, et du fait de la maturité de la technologie aussi, c'était la gestion autour du forecast. Il fallait vraiment alléger, j'ai envie de dire, le travail autour du forecast qui est aussi décomplexifier ce travail-là. Donc on est parti en fait sur une évaluation de plusieurs fournisseurs, même travaillant depuis 20 ans avec Blue Yonder, on a tenu à aller à travers un processus de RFI, etc. Donc on a fait, donc ça c'était il y a 3 ans, hein, juste pour vous dire, ça prend quand même un peu de temps tout ça. Donc on a fait une première évaluation, je crois qu'on avait 7 prestataires potentiels. Donc on a travaillé, on a fait des RFI, donc des Requests for Information, autour de la user experience, les algorithmes, la capacité d'apprentissage des modèles statistiques ou de machine learning, tous les aspects d'ingestion des données, puisqu'on avait déjà beaucoup de données et notre intérêt c'était de les réutiliser au maximum. Hein. Et puis aussi tout ce qui était le temps de process de calcul, puisqu'on a des temps extrêmement contraints, il faut qu'on puisse mettre à disposition les données tous les jours dans des franges de temps bien spécifiques. Bref, donc on a vu plusieurs prestataires. On en a retenu 2 au final, dont Blue Yonder. Et on est allé dans une deuxième phase de Final Assessment, où là on est allé plus dans le détail. Donc on est allé sur des cas métiers, on a pris 2-3 exemples de cas métiers, on est allé dans le détail de la solution, comment elle pouvait supporter ces cas métiers. On a aussi parlé par rapport à ces prestataires, quel était leur processus de support, de maintenance de la solution, et bien évidemment les plans d'implémentation typiques dont on parlera sur un des slides d'après. Rui, tu veux rajouter quelque chose? Rien à rajouter pour l'instant. Juste avant de parler de comment on a implémenté ces solutions et en combien de temps, on avait quand même des objectifs très précis dans le cahier des charges, j'ai envie de dire, ou des objectifs de succès par rapport à ce projet. Donc premièrement, on ne devait pas baisser en performance de prévision. Donc on a des performances de qualité de prévision qui sont assez élevées. Hein. Donc bien évidemment, on a des classifications ABC de type Pareto. Mais ici, c'est de type des produits de classe A. On est à plus de 90% de fiabilité sur... ça, les lags, c'est 1 semaine. Donc ce qui est quand même assez élevé. Et puis, quand on va sur des lags 4 ou 5, bon, on baisse un peu, mais pas beaucoup plus. Donc, c'était aussi l'objectif de ce projet, c'était pas tellement de gagner en efficacité de la prévision,
mais on allait beaucoup chercher la productivité et la facilité à pouvoir gérer beaucoup de modèles avec peu de personnes. D'accord. Si on doit mesurer une cellule qui pilote la France, par exemple, à combien de demand planners chez vous? Sur la partie restaurant, de mémoire, hein, parce que j'ai pas, je pense qu'un planeur gère à peu près 200 restaurants. Voilà, donc 1200, c'est ça? Voilà. Donc, ça veut dire 6. Voilà, ils sont entre 6 et 8 peut-être, quelque chose comme ça. Donc il ne va pas seulement gérer la prévision des ventes, il va aussi gérer toute la partie approvisionnement, calcul de la commande, gestion des rendements, etc. D'accord. Okay. Donc c'est important de préciser, il ne fait pas que la demande. Non. Ok. Merci. Donc, compte tenu de ces objectifs d'accuracy de la prévision, donc il fallait qu'il soit garanti quelque part. Donc ce qu'on allait chercher, c'est beaucoup de la productivité. Donc notre objectif initial, je crois, était de 30% de gain de productivité en moyenne. Bon, au final, on est arrivé à 20%, mais avec beaucoup de disparités entre les marchés, on le verra après. Voilà, on a des marchés qui sont montés à 35, presque 40%. Et d'autres qui étaient aux alentours de plus de 10%. Mais bon, on a su l'expliquer aussi. Alors, en termes de planning d'implémentation, donc bon, on est passé par 5 phases assez classiques hein, dans ce genre de mise en place. Du design, du build, du test, du parallel run. Donc effectivement, on avait notre ancien outil qui tournait en parallèle du nouveau et on comparait en permanence les résultats. Et puis ensuite, on est rentré dans une phase de pilote, donc avec un nombre restreint de restaurants ou de produits, parce que ça pouvait varier d'un marché à un autre. Et des marchés qui ont opté pour un pilote et un déploiement restaurant par restaurant et d'autres par catégorie de produits. Voilà, on pouvait faire les deux. Les phases les plus donc tout ça, ça nous a pris 1 an, d'accord, ce qui est assez rapide, mais ce qui est quand même un certain temps. Voilà. Les phases les plus importantes de retour d'expérience sur ce projet ont été certainement la phase de design. Donc c'est la phase où il ne faut pas avoir peur de prendre du temps, de se poser, de revoir ses processus métiers, d'analyser les écarts, donc du type as-is, to-be process, hein, assez classique, mais quand on attaque le machine learning, c'est une approche complètement différente. C'est un peu la boîte noire, d'accord ? Donc ce qui va influer le résultat, c'est la donnée entrante. Donc il faut une qualité irréprochable sur la donnée entrante. Donc il y a pas mal de travail à faire là-dessus. Et ensuite, donc, bon, le build, bon, ça c'est toute la partie technique, les interfaces, l'intégration avec les modules, les différents modules, etc. Ensuite, on rentre dans une phase pilote. Donc là, c'est aussi une phase critique parce qu'on va s'apercevoir de l'impact de la gestion du changement en fait dans les équipes. Donc c'est là qu'il faut faire pas mal de réajustements. Voilà, on va réajuster les procédures, la formation, le message. On va identifier des gens qui vont être des champions dans chaque équipe, etc. Et puis après le rollout, donc là on massifie avec une phase d'hypercare qui est hyper importante, qui a été gérée par aussi les équipes de Blue Yonder et qui nécessite énormément de disponibilité. Bon, voilà, c'est un peu la phase de démarrage de rollout et un peu assez critique aussi. Est-ce que l'aspect boîte noire a contribué justement à accélérer la gestion du changement ou l'a plutôt amplifié? Alors, oui, parce qu'on n'a pas le choix en fait. Hein, donc, oui, c'est clair que quand on gérait un outil de type modèle statistique avec des paramètres à gérer, où l'opérateur peut faire beaucoup de choses pour modeler sa prévision un peu comme il pense qu'elle doit être,
Avec ce type de solution, c'est plus possible, d'accord, hein, il n'y a aucun paramètre à toucher. Hein. Les seuls paramètres qu'on peut mettre, ce sont des inputs du type des événements, des périodes de promotion. On peut travailler sur des groupes produits, mais c'est à peu près tout. Donc forcément, quand on a des gens, et surtout dans les marchés les plus expérimentés, c'est là où on a eu le plus de difficultés, j'ai envie de dire, à gérer ce changement, parce qu'on avait des experts de la prévision, quoi. Donc forcément, voilà, ils savaient mieux que l'outil. Donc il faut lâcher un peu prise. Donc bon, c'est la partie gestion du changement. Donc ça, c'est extrêmement important. Bon, dans la plupart des implémentations, c'est un vrai sujet, mais là peut-être encore plus que sur d'autres types d'implémentations. Donc les challenges, on vient d'en parler sur la partie implémentation. Donc on a eu vraiment cette gestion du changement qu'on n'a peut-être pas assez anticipé ou voilà, on n'a pas voulu passer le temps suffisant. Donc c'est vraiment un point clé hein, sur les enseignements qu'on a. Le travail autour de la data, donc ça a été aussi... donc on a été bien suivi par les équipes de consulting Blue Yonder. Hein, mais bon, quand on pratique pas, quand on touche pas la donnée, c'est pas forcément évident. Donc les sujets autour de la data, ça va être principalement la qualité de la donnée. Donc il faut être sûr qu'elle est qualitative. C'est-à-dire que quand on remonte des historiques de vente de produits, bah, ce n'est pas seulement des historiques, il faut dire au système, bon là, le produit était actif, là, il n'était pas actif. Voilà, c'est ce genre d'informations qu'on n'a pas toujours hein, sur des historiques et qu'il faut inputer, j'ai envie de dire, dans le système. Il y a aussi tout ce qui est nomenclature de produits, donc regroupement de produits. Donc on travaille empiriquement avec des groupements de produits mais qui ne sont peut-être pas finalement les meilleurs. Donc il ne faut pas avoir peur de remettre ça en question et de retravailler sur les systèmes sources donc, où on trouve les master data type ERP, etc. Pour finir sur la post-implémentation, donc gestion du changement, vous l'aurez compris, hein, c'est le leitmotiv, ça a été un gros enseignement aussi. Et puis, bien sûr, derrière, comme je vous disais tout à l'heure, c'est peut-être identifier dans les équipes des champions qui vont être du premier niveau de support sur s'assurer que les procédures sont bien appliquées, etc., etc. Pour conclure, je crois qu'on est pressé par le temps. Pour conclure, donc, notre journée, notre voyage ou notre journée, je ne sais plus comment on dit en français, avec Blue Yonder, bon, on n'a pas l'intention de s'arrêter là. Bien évidemment, on est extrêmement satisfait des résultats qu'on a eus par rapport à cet outil LDE. Donc, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, on a 2 niveaux de prévision. On aimerait bien commencer à travailler sur le niveau supérieur et appliquer ce type d'outils pour la gestion de la demande au niveau des plateformes, de nos centres de distribution. Donc ça, c'est un slide qui est un peu vieux maintenant. On a fait ce POC qui a été validé. Donc, il faut qu'on trouve le bon timing maintenant, les bonnes disponibilités des équipes pour attaquer ce projet. Mais ça va être notre prochain projet. On espère avant la fin de l'année prochaine. Voilà, après on a d'autres demandes du coup. Hein. Blue Yonder a créé de l'appétit chez nous, donc on a besoin de récupérer plus d'infos, notamment autour des facteurs influençant la prévision, parce qu'on a une mine d'informations là qu'on aimerait bien pouvoir exploiter et pouvoir échanger, voire créer des nouveaux services par rapport à la mesure extrêmement précise de l'impact d'une promotion sur tel groupe de restaurants ou telle zone géographique, etc. Tous les sujets autour de la cannibalisation, etc. nous intéressent beaucoup aussi. Et puis on a un autre sujet qu'on commence à peine, on commence à travailler. Donc on a déjà des processus de type SNOP, SNOI, mais
pas très intégré encore avec nos solutions de planification. Et donc là, on aimerait aller beaucoup plus loin avec ça et avoir une intégration quasiment native pour supporter tous ces processus. Voilà. Merci Raphaël. Et donc, si tu devais encore aller plus loin en termes de forecast accuracy, en termes de performance, qu'est-ce que tu envisagerais, entre guillemets, comme type de projet ou comme type d'action? Je ne sais pas si c'est notre priorité aujourd'hui, la performance. On a quand même un niveau qui est extrêmement satisfaisant. Je dirais que le nerf de la guerre, pour nous qui sommes maintenant assez matures sur l'utilisation de ces outils, l'anticipation, la planification, c'est vraiment les aspects collaboratifs. Donc aujourd'hui, on développe par ailleurs des plateformes collaboratives, donc des portails en gros avec nos fournisseurs et nos clients restaurants, donc sur lesquels on va essayer d'échanger encore plus d'informations de manière à justement non pas anticiper nous de notre côté parce qu'on anticipe assez bien, mais partager l'information et s'assurer que nos partenaires, que ce soit en amont ou en aval, anticipent aussi les événements de manière à mieux les gérer. Donc on est plus vers cet aspect collaboratif que gestion d'un meilleur niveau de prévision. Est-ce que justement dans le monde qu'on est en train de connaître actuellement, où les choses sont assez difficiles à aborder d'un point de vue prédiction, avec des événements, des fermetures qui sont imposées par des événements Covid ou autres, la guerre en Ukraine, etc. Est-ce que typiquement ce genre d'événement vient impacter fortement l'organisation après avoir fait ce projet, ou pour vous, vous avez pu absorber ces changements de manière transparente? Non mais c'est intéressant parce que quand on a fait ce projet-là, je crois on était au milieu du projet, on était en plein Covid. Hein. Donc, et il y avait un module Covid dans LDE, donc on a pu l'expérimenter et c'était assez bluffant, vraiment les résultats, puisqu'on a eu forcément des restaurants fermés. Enfin, c'était très disparate en fonction des pays, des régions. Donc, et on a trouvé effectivement très intéressante cette approche machine learning où finalement on a juste à observer les choses et à avoir un esprit critique. On n'a pas besoin d'être proactif, d'aller chercher des solutions, etc. Et on a plutôt cette approche et sur un résultat qui est assez performant. Sur les aspects plus rupture, disruptif, j'en dis dans la supply chain. Donc là, on est plutôt sur des sujets SNOP, SNOI, comme je vous racontais tout à l'heure, où on va développer de plus en plus la collaboration, la planification, l'anticipation en termes de communication et de préparation des événements qui peuvent arriver ou les risques potentiels qui peuvent être partagés pour qu'on ait les bons niveaux de sécurité, etc., de manière très très ciblée. Merci beaucoup Raphaël. Bah, merci à vous deux, mais je vais continuer parce qu'avant que Rui me pique toutes les questions que j'avais préparées, parce qu'en l'occurrence, celle-là, effectivement, elle est... non mais c'est très bien. Hein. Moi, j'avais quand même encore une question parce que je me rappelle, alors c'était il y a quand même, ça remonte à quelques années, mais l'entreprise s'appelait encore LR Service j'avais interviewé un de ces experts qui connaissait, qui savait exactement ce qu'allait commander le fast-food près du Stade de France quand il y avait un match de foot ou quand il y avait un concert. Donc ce genre d'expert, qu'est-ce qui devient maintenant? Parce que finalement, là, il y a beaucoup de choses. Il y a quand même l'effet boîte noire. Est-ce que cet expert, on lui dit, tu avais quand même toute une base de connaissances qui est pas à jeter à la poubelle, mais tu peux plus l'utiliser. On lui dit quoi? On lui dit va-t'en Non, mais cette expertise, on l'a toujours et on la conserve. C'est juste l'outil qui va nous permettre d'accéder à ce type d'expertise et de données. Donc, ce qu'on va aller chercher, c'est justement comment cet expert peut communiquer bien autour de sa connaissance et de préparer les points de vente, etc. Donc, on est
on n'est pas dans une... donc effectivement, vous avez compris, on calcule des commandes qui sont poussées au travers de portails, le restaurant valide, etc. Mais on n'est pas déconnecté, on ne veut pas rester déconnecté des restaurants. Nous, on a une relation de proximité. Notre client, c'est le restaurant, c'est pas le groupe. On a une relation de proximité, on a des chauffeurs qui sont en restaurant, on a des field service qui vont régulièrement en restaurant. Comme je vous disais tout à l'heure, on essaie de les aider à mieux gérer leur stock, à mieux gérer leur rendement de production. Donc, toute cette information dont vous parlez va renforcer en fait nos points d'appui vis-à-vis de ces restaurants pour leur dire, voilà, on a ces informations-là, on peut t'aider à mieux gérer. Là, il faudrait peut-être que tu fasses attention à ci. Tes relevés de stock, ils ne sont pas assez bons, ce qui te génère des pertes, etc., etc. Donc on va avoir tout ce rapport. Améliorer le service et la relation avec les restaurants. Qui est ce que je disais tout à l'heure autour de la collaboration. Voilà, ça va nous donner le temps de passer le temps de collaborer sur les sujets importants. Et sinon, sur le travail peut-être que là, il y a des gens qui veulent absolument poser une question. Je suis en train de les frustrer. N'hésitez pas. Moi, là, juste sur la partie données, qualité des données, parce que c'est sûr qu'il faut alimenter ça quand même. Machine learning, ça demande quand même d'avoir beaucoup de données à alimenter et surtout de qualité. Il y a un gros travail préliminaire qui a été fait, du coup, ou bien finalement, vous aviez déjà des données suffisamment qualitatives? Ouais, donc nous, vous l'avez compris, on n'est pas parti de zéro. Hein, ça faisait déjà... 15 ans, plus de 15 ans qu'on intégrait des données de sortie caisse, etc. Donc, de ce côté-là, on était, j'ai envie de dire, plutôt qualitatif, hein, parce qu'on avait déjà travaillé ça, et au fil des ans, on essaie d'améliorer, notamment sur les nomenclatures produits, les contrôles de données entrantes, etc. Donc, on était assez experts là-dessus. Après, la qualité, comme je disais tout à l'heure, des données, c'est pas forcément la qualité intrinsèque, mais c'est la qualification des données. Donc, c'est-à-dire qu'il y a, comme je vous disais tout à l'heure, le produit qui s'est pas vendu l'an dernier sur telle période, c'est le genre d'infos qu'on n'a pas trop en fait. On récupère des historiques, mais on ne sait pas est-ce que c'est une rupture en restaurant ou est-ce que ce produit n'a pas été vendu dans la masse des données. Donc c'est ce genre d'information qui est super importante dans le cadre de ce type de projet. Bon, après il y a d'autres exemples, mais je pense que c'est le plus criant. Donc on a dû travailler là-dessus, revoir nos historiques sur les 3 ans précédents, aller farfouiller dans les opérations promotionnelles, etc. Et le fait d'intégrer du machine learning fait que vous avez testé des données externes que vous n'aviez pas forcément anticipées en se disant bah tiens, là on va voir s'il y a une corrélation. Enfin, il y a des choses que vous avez découvertes qui n'étaient pas forcément totalement naturelles. Pas vraiment, mais par contre, toutes les données météo, la granularité de l'information qu'on a est exceptionnelle hein, avec ce type d'outils. Donc forcément, on explique mieux des variations de vente quand on a ces données météo de température ou même ne serait-ce que l'impact du poids des jours, si un jour est un jour férié un week-end ou un jour férié en semaine, etc. Ça a énormément d'impact sur le poids des jours. Donc ça, c'est des choses qui ressortent très bien avec ce type d'outils. Et qui sont bluffantes. Déjà, mais pas aussi précisément. On faisait des moyennes, donc on savait un peu les impacts, mais pas de manière aussi précise, quoi. Voilà. D'accord. Puis j'ai une question à Rui aussi, parce que lui, il pose des questions, mais on peut lui en poser aussi. C'est quoi le module Covid de Luminate? Il y a un module, vraiment un module Covid, parce qu'a priori, on peut se dire, avec le machine learning, justement, on ne va pas avoir beaucoup de données pour l'alimenter, en tout cas au début. Ce module Covid, alors c'est un raccourci qui est fait dans le monde de l'IA, où on se dit que c'est bizarre, le Covid c'est jamais arrivé, donc la machine ne veut pas apprendre. On entend tout ça partout, hein, on fait le tour des éditeurs, on dit comme c'est jamais arrivé, la machine ne peut pas apprendre, donc on n'a pas de modèle. Il faut aller plus loin que ça, et effectivement, on peut vous expliquer comment.
Mais ça restera un petit secret quand même. Ah, c'est un secret. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou points à éclaircir? À part le nom des restaurants, mais à part ça, il n'y a pas... Non, tout est clair. Bon, bah écoutez, moi je pense qu'il nous reste quand même à remercier et à applaudir nos deux intervenants. Merci. Merci. Et puis je vous invite à aller, alors je ne sais pas où ça se passe exactement, est-ce que c'est en salle 1, est-ce que c'est un peu partout? Parce qu'il y a des choses qui vont se passer apparemment dans cette soirée qui va pas s'éterniser, qui dure jusqu'à 20h, mais il y a quelques événements pour fêter les 10 ans de Supply Chain Event. Voilà, merci, bonne soirée.